Nous allons voir dans ce chapitre les contraintes et les déformations dans les sols. Nous allons voir surtout les états de contraintes dans les sols. Voilà le sommaire de ce chapitre. Nous allons le diviser en 3 parties. Après une introduction, nous allons parler aussi de la notion de contrainte, donner un certain nombre de définitions, mais aussi revenir sur la convention de signes. Après, nous allons faire la première partie qui correspond à l'état plan de contrainte, où nous allons parler de l'équilibre d'un prisme de sol, des cercles de Moore, des contraintes, les cercles des contraintes de Moore. Nous allons donner des exemples. La deuxième partie concernera les notions de contrainte totale, de contrainte effective et de pression interstitielle. Donc, nous allons voir l'approche de Terzaghi, le principe de la contrainte effective de Terzaghi, qui est l'une des lois, des relations les plus importantes en géochimie. Enfin, la dernière partie concernera les états de contrainte sous chargement. Quand vous avez un massif chargé par l'intermédiaire de surfaces de forme variable, comment calculer les incréments de contrainte en profondeur. Voilà la première partie du cours sur les contraintes dans les sols. Vous savez, les contraintes se développent dans les éléments d'une structure, mais également dans une structure globale. Si je prends par exemple un élément de cette structure-là, je prends une barre ici, ça peut être une barre d'acier, ça peut être un poteau, ça peut être une poutre. Alors, si je fais passer ici un plan fictif, alors je peux décomposer l'élément en 2 parties. Alors, je peux dire que donc à travers cette surface-là, chaque élément exerce une force sur l'autre. Vous avez ici des forces internes qui sont là et qui s'exercent à travers la surface. Alors, ces forces-là, si je divise la force par la surface, ça me donne la contrainte. Donc, la contrainte, c'est quoi? C'est la force divisée par la section. Donc, vous voyez ici, je peux représenter ici sur la surface la distribution des contraintes. Vous avez ici une distribution des contraintes uniforme. Donc, voilà le principe ici de ce qui peut définir la notion donc de contrainte. Donc, c'est une surface fictive qui est là, au niveau de cette barre, soumise à un effort de traction. Vous voyez, les efforts de traction. Donc, si je définis une barre, une surface fictive ici, je peux chercher donc les forces. Il y a des forces qui vont s'exercer l'une sur l'autre ici à travers la surface, ce qui me permet de définir la contrainte. Alors, si je fais un assemblage de ces éléments-là, parce que là, nous sommes en unidimensionnel, si je fais un assemblage pour avoir une structure, en ce moment en bidimension ou en tridimension également, l'analyse ici me permet d'avoir aussi les contraintes. En ce moment, pour étudier d'habitude ces structures, j'ai besoin de faire l'analyse des contraintes principales, que ce soit en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions. Vous voyez ici, je prends un exemple sur le sol, par exemple. Prenez ici, au niveau d'un massif de sol, constitué de plusieurs couches. Vous voyez, ça, c'est une couche, ça, c'est 2 couches. Et au-dessus de ce massif de sol, vous exercez une charge. Quand vous exercez une charge, évidemment, ces charges seront transmises au sol, aux différentes couches donc, du sol, ce qui fait qu'effectivement, là, il y a des contraintes qui s'exercent dans le sol. Alors, même en l'absence de charge, même s'il n'y a pas de charge de surface, si vous prenez un point en profondeur, évidemment, ce point-là, il est soumis à des contraintes dues au poids des terres, au poids du sol qui est au-dessus de ce point. Donc, si je prends n'importe quel plan ici,
en profondeur, évidemment, sur ce plan-là, s'exercent des contraintes. Alors, ces contraintes sont dues à quoi? Au poids des terres qui sont au-dessus de cette surface-là, même en l'absence de charge. Ça veut dire que même en l'absence de chargement de surface, en profondeur, dans le sol, se développent des états de contrainte. Prenez ce digue, hein, c'est un ouvrage, ce digue qui retient de l'eau ici. La digue est posée sur un massif de sol. Évidemment, le poids de la digue, c'est un poids ici de matériaux qui va exercer des contraintes ici à la surface. Ces contraintes seront diffusées en profondeur. Donc, au niveau d'un point quelconque, ici, il y a une contrainte qui est due avant peut-être la construction de la digue au poids des terres qui était là. Par contre, après la construction de la digue, il y a le poids des terres, plus maintenant l'incrément de charge dû à la construction de l'ouvrage. Donc, prenez une semelle, par exemple. On va prendre une semelle d'une fondation superficielle. Ça, c'est une fondation superficielle, les semelles qui doivent supporter des charges. Quand vous prenez une semelle, vous le mettez à une profondeur, quand vous construisez votre ouvrage. La semelle va transmettre au sol des contraintes. La charge, la descente de charge sur ce poteau-là, cette charge sera transmise au sol par l'intermédiaire de la semelle, par l'intermédiaire de la forme ici de la surface de la semelle. Donc, la charge divisée par la surface de la semelle, c'est-à-dire la largeur de la semelle multipliée par la longueur, vous donne la contrainte qui sera transmise ici. Alors, je peux prendre n'importe quel autre ouvrage ici, quel que soit un remblai, par exemple, qui est construit donc sur le sol, forcément va transmettre des contraintes dans le sol. Si je prends un élément de volume isolé dans le sol également, bien un élément de volume, il est certainement soumis à un état de force, à un état de contrainte extérieure. Donc, pour résumer, les contraintes dans le sol sont d'abord sous son propre poids. Ça veut dire qu'en un point donné, même en l'absence de charge, il y a des contraintes dans le sol. Ces contraintes sont dues au poids propre du sol. Maintenant, s'il y a des charges à la surface, les contraintes dans le sol seront dues d'abord à son propre poids, plus l'effet des charges qui seront appliquées à la surface du sol. Alors, par définition, si je prends un élément de volume du sol, donc ça c'est un élément de volume du sol, bien un élément de volume quelconque soumis à un état de force extérieure, F1, F2, F3, F4, Fn. Donc, c'est un élément de volume que vous voyez ici. Et je prends un point M, voilà un point M, avec un repère qui est là, X est là, Y est là. Donc, autour de ce point M passent plusieurs facettes, vous voyez. Je peux faire passer autour de ce point M plusieurs facettes. Alors, la facette, je vais l'orienter θ. θ, on va le donner tout à l'heure, c'est l'angle que fait la facette, avec la direction principale la direction principale de la contrainte principale majeure. On le verra tout à l'heure. Donc, de toute façon, cette facette est là. Je vais l'orienter θ et je vais également définir par rapport à la normale à la facette. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que j'ai un élément de volume de sol soumis à un état de contrainte extérieure. Donc, forcément, à l'intérieur, il y aura des forces à l'intérieur, mais je vais prendre ici un point quelconque et je vais prendre une facette autour de ce point. Je vais prendre une facette. Alors, cette facette aura une surface D de S et sera orientée par rapport à la normale à la facette, le vecteur normal à la facette N. Alors, vous le voyez. Donc, voilà la facette que j'ai choisie. Vous voyez, le point M, il est là. Et la facette est D de S. Donc, sur cette facette s'exercera, donc, voilà ici l'orientation θ, l'angle θ de la facette. Donc, sur cette facette va s'exercer une force F. Alors, cet état de contrainte est dû certainement aux états de contrainte
extérieure. Donc, sur cette facette, vous avez la force F qui est là. Alors, cette force F, je peux maintenant la décomposer en une composante normale, Fn, et une composante tangentielle, Ft. Donc, c'est bon, vous voyez la facette qui est là. L'angle θ est là. La facette est orientée par rapport à sa normale, n. Le vecteur normal, la facette est là, n. Donc, voilà le vecteur force qui s'exerce sur la facette. Donc, ce vecteur force, je peux le décomposer en une composante normale à la facette Fn et une composante tangentielle Ft. Alors, maintenant, si je prends F divisé par d de S, la force divisée par la surface, ça me donne la contrainte sur la facette. Ça me donne la contrainte sur la facette. Alors, par contre, si je prends Fn, la composante normale, je divise par la surface de la facette, ça me donne la contrainte normale, la contrainte normale sur la facette, que je note sigma θ. Ici, sigma θ. Le θ veut dire tout simplement que la facette est orientée aussi par rapport à l'angle θ que vous voyez. Alors, vous voyez, donc sigma θ, c'est quoi? C'est la force normale divisée par la surface. C'est la contrainte normale à la facette. Tu peux faire la même chose pour Fθ, la force tangentielle. Ici, Ft, si je la divise par la surface de la facette, ça me donne quoi? La contrainte de cisaillement ou bien la contrainte tangentielle. Donc ça, c'est la contrainte tangentielle. C'est Ft sur dds. Donc, vous avez la contrainte normale qui est normale au plan de la facette. Par contre, vous avez la contrainte tangentielle, bien la contrainte de cisaillement qui appartient au plan de la facette. Qui appartient au plan de la facette. Alors, je peux, si je prends un repère maintenant OX, Y, OX, OY, OZ ici, dans les trois dimensions, je peux définir donc autour du point M trois plans principaux, trois plans privilégiés qui me permettront, sur lesquels je peux représenter maintenant l'état des contraintes ici, l'état des contraintes sur chaque plan. Sur chaque plan. Alors, chaque plan est toujours orienté par rapport à la normale. Et sur ce plan, vous aurez la contrainte normale et les contraintes tangentielles. Donc, voilà. Donc, prenez ce plan-là, par exemple. Vous avez la contrainte normale, sigma x. Pourquoi? Parce que c'est dans la direction x. La normale, c'est par rapport à OX. Par contre, il y aura des contraintes tangentielles. Vous voyez que ces contraintes tangentielles appartiennent au plan de la facette. C'est taux x, y, et ici toujours y par rapport à l'orientation aussi de l'axe OY, et taux xz, z ici vous voyez, c'est toujours par rapport à l'orientation de l'axe OZ. Donc je peux le faire sur les trois plans que vous voyez ici. Alors ça me permet de représenter ce qu'on appelle le tenseur des contraintes. Le tenseur des contraintes, c'est quoi? C'est l'ensemble des contraintes en un point donné. Ce tenseur, il est obtenu en donnant à la facette toutes les orientations possibles. Ici, vous avez trois orientations principales de la facette. Ça me permet d'avoir le tenseur qui est là, qui me donne l'état des contraintes. Vous voyez qu'ici, au niveau de chaque facette, vous avez trois contraintes. Pour les trois plans principaux, donc vous avez 9 composantes. Donc, voilà le tenseur à 9 éléments ici, 9 composantes. C'est un tenseur symétrique. C'est un tenseur symétrique. C'est un tenseur symétrique, c'est lorsque les éléments AIJ est égal, l'élément AIJ est égal à l'élément AJI. C'est-à-dire que, vous voyez, ici les conséquences, vous voyez ici que taux XY, c'est la même chose que taux YX. Taux YZ, c'est la même chose que taux ZY. Taux ZX, c'est la même chose que taux XZ. Donc, vous voyez ici, donc voilà, ça, c'est les contraintes de cisaillement ou bien les contraintes tangentielles. Vous voyez, ces contraintes-là, ils appartiennent donc au plan. Donc, le taux XY, il est là,
Hein, le taux XY est là. Par contre, le taux YX est là. Hein, le taux YX est là. Donc, de toutes les façons, hein, c'est l'égalité parfaite entre ces deux-là. Vous le voyez également ici par rapport à taux, taux XZ, taux YZ, taux ZY, taux ZX. Donc, c'est pourquoi on dit que le tenseur, il est symétrique. Alors, je reprends la facette ici. Je reviens un peu sur la convention de signes. Vous voyez la facette. Donc, je vais maintenant, voilà, vous voyez, sigma θ, la contrainte normale, et taux θ, la contrainte tangentielle. L'angle θ est là. Alors, maintenant, on va parler de la convention de signes. Une force ou bien une contrainte normale de compression sera comptée positivement. Donc, en mécanique des sols, les contraintes de compression ou bien les contraintes normales de compression, une contrainte normale de compression sera positive. Alors, cela veut dire qu'une contrainte ou une force de traction sera négative. Mais bon, d'habitude, dans les sols ne supportent pas des contraintes de traction. L'essentiel, la plupart donc, des sols, ici, on va travailler avec les contraintes normales de compression qui sont comptées positivement. Par contre, on va voir la contrainte tangentielle, ou bien la contrainte de cisaillement. Alors là, on va regarder le couple entraîné dans le sens horaire ou dans le sens contraire au sens horaire, pour définir ici le signe de la contrainte tangentielle. Alors, si vous regardez bien ce couple, vous voyez la contrainte, vous voyez la facette, elle est là. Voilà la contrainte normale, elle est là. La contrainte tangentielle est là. Regardez le couple que ça fait, le sens que décrit ce couple-là. Vous voyez que ça, c'est le sens, quoi? Ça, c'est le sens horaire. C'est le sens des aigus d'une montre. En ce moment, ici, la contrainte de cisaillement, voilà, vous la voyez, elle est positive. Par contre, regardez, si je change ici, la contrainte de cisaillement, si je l'oriente dans l'autre sens ici, cela veut dire que le couple va décrire un sens contraire au sens des aigus d'une montre. En ce moment, il sera compté négativement. Alors ça, donc, il faut le retenir. En mécanique des sols, les contraintes de compression sont positives, les contraintes de traction sont négatives. Cette convention, c'est l'inverse de la convention qui est généralement utilisée en calcul de structure. Dans le cours de résistance des matériaux, d'habitude, la convention des signes, c'est l'inverse. La convention des signes en mécanique des sols, c'est l'inverse de la convention des signes en résistance des matériaux. Donc, il ne faut pas se tromper sur la convention des signes. Alors, à partir de là maintenant, une question fondamentale va se poser. C'est quoi la question? C'est de savoir ici comment varie la contrainte. Comment varie la contrainte sur la facette? C'est-à-dire la contrainte normale et la contrainte tangentielle. Comment ces contraintes vont varier lorsque la facette tourne, lorsque la facette pivote de θ autour du point M. Parce que j'avais dit tout à l'heure que autour du point M passe une multitude de facettes. C'est-à-dire que la facette dont je viens de montrer tout à l'heure, cette facette-là peut tourner au moins sur 360 degrés et revenir à sa position initiale. Donc ici, je veux voir comment varient les états de contrainte lorsque la facette tourne d'un angle θ autour du point. C'est ça que nous allons essayer de voir ici. Alors, pour pouvoir le faire, je devrais ici présenter l'équilibre d'un prisme autour d'un point M. Alors, je prends ici un prisme de sol. Regardez. Donc, ici, vous voyez A, B, C. Donc, c'était un parallélépipède et je prends un plan quelconque, passant
dans ce parallélépipède que vous voyez ici, donc ce qui le divise en deux parties. Donc, je prends cette partie-là. Donc, vous voyez ici, il y a une facette. Regardez la facette A', B', B. Cette facette est soumise à une contrainte sigma X. Sigma X, c'est la contrainte principalement majeure. Donc, vous voyez sigma X qui est là, ça, c'est la contrainte normale. Prenez la facette B', C', C. Vous voyez, ce plan-là est soumis à une contrainte aussi normale. On appelle sigma Y. Ça, c'est l'état de contrainte extérieure qui s'exerce autour de l'élément de sol que vous voyez ici. Alors, j'ai pris ici une facette quelconque. Vous voyez cette facette-là d'orientation θ. Donc, cette facette, il y a une composante normale de la contrainte, qui est sigma θ, et une composante tangentielle, qui est tau θ. Donc, tau θ appartient au plan de cette facette. Par contre, sigma θ est normal à la facette. Donc, voilà en blanc, vous voyez ici la facette, le point M qui appartient à cette facette-là. Alors, je vais prendre cette facette de telle sorte que, ici, la distance, ici, de sorte que AA', vous voyez cette distance-là, AA' est égale à 1. Donc, la longueur de AA' est égale à 1 et la longueur de AC aussi est égale à 1. Donc, cette distance-là est égale à 1. C'est la même chose que cette distance-là aussi. A', C', c'est 1. AA', c'est 1. C' aussi, c'est 1. Alors, donc, j'ai ici les contraintes. Mais vous savez que j'ai les contraintes, mais je peux aussi remonter sur les forces. Par exemple, sur cette facette-là, A', B', j'ai la contrainte. La contrainte, c'est la force divisée par la surface. Donc, la force qui s'exerce sur ce plan-là, c'est quoi? C'est la contrainte suivant X multipliée par cette surface-là, c'est-à-dire AB multiplié par AA'. Je peux faire la même chose également pour ce plan-là, B', C', pour avoir la force qui s'exerce. Il suffit tout simplement de prendre la contrainte et de multiplier par la section. Je peux faire également la même chose ici pour avoir les forces Fθ et pour avoir aussi la force tau θ. Il n'y a pas de souci. Voilà, la force ici, les forces qui s'exercent sur ce plan-là, n'est-ce pas? Alors, donc, cela veut dire que si j'ai choisi ces restrictions-là, ces longueurs unitaires, cela veut dire que vous avez ici les facettes A', B', B, A', B', B. Ça, c'est une facette principale. C'est la même chose que la facette B', C'. Si vous regardez ces deux facettes-là, les contraintes sont uniquement normales. Les contraintes sont uniquement normales. Alors, en ce moment, il n'y a pas de contrainte de cisaillement sur ces facettes. Il n'y a pas de contrainte de cisaillement sur ces facettes. Alors, ces plans-là, on les appellera par définition des plans principaux. Donc, les plans principaux, c'est quoi? C'est les plans sur lesquels la contrainte de cisaillement est nulle. Donc, ça, il faut le retenir. C'est extrêmement important. Un plan principal, c'est un plan sur lequel la contrainte est uniquement normale et que la contrainte de cisaillement est nulle. Alors, justement, donc, les contraintes qui vont exercer sur ces plans principaux, sigma X et sigma Y, ici, on les appelle des contraintes principales. On les appelle des contraintes principales. Alors là, c'est lorsque la contrainte de cisaillement est nulle. Par contre, si la contrainte de cisaillement n'est pas nulle, cela veut dire que ce plan-là n'est pas un plan principal. En ce moment, les sigma X et les sigma Y que vous aurez ne seront pas des contraintes principales. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Alors, voilà, donc les contraintes principales qui agissent sur des plans où taux égale à 0, en ce moment, on les appelle des plans principaux. Des plans principaux. Alors, la figure maintenant devient comme ça. Je vais le simplifier comme ça. C'était en perspective, je vais le simplifier. Donc, ici, pour avoir la force, vous voyez ici, cette figure représente les forces. Vous voyez ici, c'était sigma X. Maintenant, je prends sigma X, je multiplie par la surface de la facette, ça me donne ici la force. Donc, l'ensemble que vous voyez ici, c'est la force qui s'exerce sur cette facette. La force, c'est 1 cosinus l'angle θ, n'est-ce pas? Si on revient en arrière, vous pouvez toujours voir ici
puisque la longueur là est égale à 1, cette distance-là, hein, c'est AB, n'est-ce pas? C'est AB. Maintenant, c'est AB multiplié par 1. AB, maintenant, c'est quoi? AB, où est l'angle? L'angle θ, n'est-ce pas? Vous retrouvez aussi l'angle θ, n'est-ce pas? Ce qui fait que donc, AB, c'est cosinus de l'angle θ. Cosinus de l'angle θ. Donc, ce qui fait ici, cosinus de l'angle θ fois 1 fois sigma x, ça vous donne quoi? Ça vous donne la force qui s'exerce sur cette facette-là. Hein, cette facette-là. Alors, donc, si je reviens ici, on voit ici que, voilà la force qui s'exerce ici. L'angle θ, comme je l'ai dit, vous le retrouvez ici. L'angle θ est là, mais aussi l'angle θ est là aussi. Par contre, ici, cette distance-là va être sinus de l'angle θ. Donc, cette distance-là va être sinus de l'angle θ. L'autre dimension est égale à 1. Donc, cela veut dire que la force qui s'exerce ici, c'est sigma y fois 1 sinus de l'angle θ. Ici, la surface va être égale à 1. Pourquoi? Parce que l'autre dimension est égale à 1. La longueur aussi est égale à 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1 ici. Ce qui fait que donc, ici, la force, on va avoir la force ici, hein, Fθ, ici, c'est quoi? C'est sigma θ fois 1. Ici, tau θ, c'est Tθ, donc c'est tau θ fois. Voilà, maintenant, je peux écrire maintenant, voilà, l'équilibre de ce prisme-là en faisant somme des forces horizontales égale à 0 et somme des forces verticales est égale à 0. Je rappelle θ, c'est l'angle, hein, de la normale à la facette. Ouais, ici, la normale à la facette est là. La facette est là. La normale à la facette est là. Donc, quand on vous dit la θ, c'est l'angle que fait la normale à la facette avec la direction principale horizontale. Avec la direction principale horizontale. Ici, voilà la direction principale horizontale. Cette direction principale horizontale, là, vous la voyez. Donc, l'angle θ est là. L'angle que fait la normale à la facette avec la direction principale horizontale, qui est ici la direction principale majeure. Donc, somme des forces horizontales égale somme des forces. Donc, là, vous choisissez votre repère, donc, n'est-ce pas, ici, et vous projetez donc, les forces. Donc, si vous projetez ici, sur un axe qui passe par là, donc, vous avez sigma x fois 1, sigma x cos θ, moins, parce que tout, ouais, c'est dans l'autre sens. Si vous avez orienté l'axe de gauche à droite, donc ça devient moins tau sinus θ, moins sigma θ également, cosinus θ égale à 0. Si je prends un axe vertical orienté vers le haut, ça me donne sigma y de sinus θ plus tau θ cosinus θ moins sigma θ sinus θ égale à 0. Donc ça, c'est la somme des forces suivantes. Les forces horizontales, hein, qui est égale à 0, et la somme des forces verticales est égale à 0. Ça, c'est l'équilibre du prisme de sol que je viens de choisir. Donc, ici, voilà, donc j'ai pu écrire sigma x en fonction de tau θ, sigma θ et de l'angle θ. Cela veut dire que j'ai pu écrire ici, ce qui m'intéresse, c'est sigma θ et tau θ. Voilà, ici, sigma θ et tau θ, je les ai écrits en fonction de quoi? En fonction de sigma x et de sigma y, c'est-à-dire les états de contrainte extérieurs et de l'orientation de la facette θ. C'est important, hein, ces équations-là. Donc, vous les voyez ici, ça me permet donc d'avoir les états de contrainte sur la facette quelconque en fonction de sigma x et de sigma y, mais également en fonction de θ. Donc, cela veut dire que puisque sigma x et sigma y, c'est des constantes, c'est des états de contrainte extérieures, qu'est-ce qui varie ici? C'est l'angle θ. Donc, si l'angle θ tourne, j'ai la possibilité de retrouver, hein, ici sigma θ et tau θ. D'ailleurs, je vais transformer ces deux équations-là pour sortir quoi? Sigma θ et tau θ. Je vais faire des transformations trigonométriques, hein, donc pour obtenir le résultat. Voilà le résultat après les transformations. C'est-à-dire en sortant sigma θ et en sortant tau θ. Voilà, ces deux équations sont des équations extrêmement importantes. Hein, sigma θ, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est la contrainte normale à la facette d'orientation θ. Ça va être égal à sigma x plus sigma 2, sigma x plus sigma y divisé par 2,
plus sigma x moins sigma y sur 2, cosinus 2θ plus taux xy sinus de 2θ. Et taux θ, la contrainte de cisaillement, c'est quoi? C'est sigma x moins sigma y sur 2, sinus 2θ moins taux xy cosinus de 2θ. Donc, voilà ici, à travers ces deux équations-là, 3 et 4, que j'ai écrit maintenant la contrainte normale et la contrainte tangentielle sur cette facette. En fonction de quoi? En fonction des contraintes extérieures, sigma x et sigma y. Et en fonction de quoi? En fonction de l'angle θ. En fonction de l'angle θ. Donc, quelle que soit ici la valeur de θ, quelle que soit la valeur de θ maintenant, je peux retrouver la contrainte normale qui s'exerce sur cette facette-là et la contrainte tangentielle qui s'exerce sur cette facette-là. C'est pourquoi on avait posé la question tout à l'heure de savoir comment varier ces états de contrainte-là, sigma θ et tau θ, lorsque la facette tourne. Voilà comment ces deux contraintes vont varier lorsque la facette tourne. Je reviens, tout à l'heure, j'avais dit que par définition, un plan principal est un plan sur lequel la contrainte de cisaillement est nulle. Donc, si la contrainte de cisaillement est nulle, il suffit ici de poser tau θ est égal à 0. Donc, dans la deuxième expression que vous voyez là, si vous posez tau θ égale à 0, cela veut dire que sigma x moins sigma y sur 2, sinus 2θ moins tau xy cosinus 2θ égale à 0. Donc, je fais passer donc, le moins, voilà, de l'autre côté. Je fais sinus 2θ divisé par cosinus 2θ. Hein, c'est ça, non? Tangente 2θ. Qu'est-ce qu'il me reste de l'équation? Il me reste le 2, hein, n'est-ce pas? Il me reste ici, le 2 va aller rejoindre le taux xy, ce qui me donne ici cette équation-là. Tangente 2θ, c'est quoi? C'est 2 taux xy sur sigma x moins sigma y. Voilà hein, l'orientation. Hein, ça me donnera plus tard l'orientation du plan, donc l'orientation du plan principal. Donc, sur ce plan principal, le taux θ est égal à 0. Donc, voilà, donc c'est la résolution des deux équations qui donnent les équations que vous voyez ici, qui sont des équations fondamentales. Maintenant, on va continuer à étudier ces deux équations-là. Alors, on va essayer de faire une analogie pour essayer de comprendre davantage cette équation-là. Mais on va encore le simplifier. Ces deux équations, on pourrait le simplifier. Si nous sommes sur des plans principaux, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Sur les plans principaux, il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Cela veut dire que quand nous sommes sur un plan principal, taux xy égale à 0. Regarde ici, taux xy égale à 0. Cela veut dire que les deuxièmes membres-là s'annulent parce que nous sommes sur des plans principaux. Ce qui veut dire que ici, je peux écrire comme ça les équations. Sur des plans principaux, sigma θ, sigma x plus sigma y sur 2, plus sigma x moins sigma y sur 2, cos de 2θ. L'autre partie est nulle puisque la contrainte de cisaillement sur le plan principal est nulle. Taux θ devient égal à sigma x moins sigma y sur 2 sinus 2θ. L'autre partie étant nulle, pourquoi? Parce que nous sommes sur un plan principal. Alors, maintenant, sigma x, sigma y. Parfois aussi, on a sigma 1 et sigma 3. Alors, ici, on a sigma x et sigma y. C'est-à-dire qu'on a une valeur maximale et une valeur minimale. Donc, la contrainte la plus élevée, on l'appellera la contrainte principale maximale. N'est-ce pas? La contrainte principale maximale, on l'appelle surtout ce qu'on appelle la contrainte principale majeure. Et on va le noter sigma 1. Maintenant, si vous voyez sigma 1 sera la contrainte principale majeure. C'est-à-dire la valeur maximale de la contrainte principale. Donc, la valeur maximale d'entre les trois contraintes dans les trois dimensions. Ici, nous sommes en 2 dimensions. Donc, je parle de sigma x et de sigma y seulement. Puisque nous sommes en 2D, il y a forcément une valeur maximale et une valeur minimale. La valeur maximale, on va noter ça, sigma 1, c'est la contrainte principale majeure. La valeur minimale, on va noter ça, sigma 3, c'est la contrainte principale mineure. Donc, sigma 1, c'est la contrainte principale majeure et sigma 3, c'est la contrainte principale mineure. Alors, toujours des rappels. Regardez. Alors, parce que je veux toujours, dans le prolongement de ces deux équations-là, essayer donc de comprendre la forme de ces deux équations. Regardez.
ces équations-là. X égale à R cosinus alpha. Y égale à R sinus alpha. Ça, c'est les équations de quoi? C'est les équations d'un point situé sur un cercle. Un cercle de centre O. N'est-ce pas? Et de rayon R. Donc, prenez ce cercle-là de centre O et de rayon R. Et prenez n'importe quel point sur ce cercle. L'abscisse, vous voyez l'abscisse, n'est-ce pas? C'est le rayon, ça, multiplié par le cosinus de l'angle alpha. L'ordonnée, c'est le rayon multiplié par le sinus de l'angle alpha. L'angle alpha est là. Donc, quand je dis que x égale à r cos alpha, y égale à r sinus alpha, ça me donne les coordonnées d'un point situé sur un cercle. Alors, maintenant, regardez, je vais déplacer un tout petit peu le centre du cercle. Si le centre du cercle là, qui était là, je le déplace maintenant, l'origine, je le déplace jusque-là. Cela veut dire que x devient quoi? X devient d, en sachant que d, c'est la distance maintenant entre O, qui est là, et le centre du cercle. N'est-ce pas? Donc j'ajoute cette distance-là sur l'abscisse. Ici, l'abscisse devient égale à d plus r cosinus alpha. Par contre, l'ordonnée ne change pas. L'ordonnée ne va pas changer. L'ordonnée reste r sinus alpha. Donc, cela veut dire que voilà maintenant le cercle. Vous voyez ici, voilà, j'ai déplacé tout simplement le repère. X est là, X ne change pas. Par contre, Y est là, Y ne change pas. Par contre, X va changer. C'est cette distance-là maintenant, O et le centre qui est égal à D. Alors, vous voyez que tout ça, c'est les équations d'un point situé sur un cercle de centre O et de rayon R. Cela veut dire quoi? Si vous comparez cette équation-là et les deux équations précédentes, je vais retourner un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Hein? Voilà les deux équations, ou bien voilà les deux équations. Bien, je me mets là. Donc, vous avez vu sigma θ, ce n'est pas D plus R cosinus de θ. Regarde ici, c'est R sinus de θ. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Vous avez la même chose si vous le prenez ici. Donc, par analogie, les équations des états de contrainte, lorsque la facette tourne, donc la représentation des équations de sigma θ et de tau θ, dans un système d'axe sigma tau, c'est quoi? C'est un cercle. C'est un cercle. C'est quoi on l'appelle le cercle des contraintes de Moore. Voilà pourquoi le cercle de Moore est un cercle. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ici, j'ai pu trouver une représentation des équations de sigma θ et de tau θ à partir toujours du système d'axe x, y, c'est-à-dire du système d'axe sigma et tau. N'est-ce pas? Sigma, c'est au niveau de l'axe des abscisses et tau, c'est au niveau de l'axe des ordres. Alors, je peux aussi encore revenir sur ces choses-là. Je prends ici un élément de volume, un élément de sol qui est là, je prends n'importe quelle facette. Prenez cette facette-là. Sur cette facette, il y a sigma n, contrainte normale, et une contrainte tangentielle. Vous voyez l'orientation de la facette θ. θ, c'est l'angle que fait la normale à la facette avec la direction principale horizontale, la contrainte principale majeure. Donc, voilà les deux équations que j'ai pu écrire comme ça. Vous voyez? Donc, c'est les deux équations qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'ici, il y a un moins. Alors, moins, c'est la convention des signes tout simplement. Ici, la contrainte de cisaillement, voilà, je le laisse comme ça. Normalement, c'est positif, normalement. Mais ça, c'est la convention en résistance des matériaux. Donc, je vais prendre la convention en résistance des matériaux. Alors, pourquoi on a défini tout ça avec le cercle de Moore? Parce que le cercle de Moore est une méthode graphique pour calculer sigma n tau nt, c'est-à-dire les contraintes normales et tangentielles. Ça permet aussi de calculer les contraintes principales, sigma 1, sigma 2, ou bien sigma 1 et sigma 3, et θp, c'est-à-dire l'orientation du plan principal. Ça permet aussi de calculer les contraintes de cisaillement maximal. Donc, voilà, je reviens encore pour vous démontrer encore le cercle de Moore. Donc, sigma, si je reviens un peu en arrière, regardez.
sigma x plus sigma y sur 2. Sigma x plus sigma y sur 2. Là aussi, on l'appelle la contrainte moyenne. Donc, c'est la somme des contraintes principales divisée par 2. Donc, c'est pourquoi certains l'appellent aussi la contrainte moyenne. En mécanique des sorts, on l'appelle aussi la contrainte moyenne. Hein, c'est une moyenne des contraintes. Pourquoi? C'est la somme des contraintes dans toutes les directions divisée par le nombre de directions. Ici, nous sommes en bidimensionnel. C'est quoi? On fait sigma x plus sigma y sur 2. Si on était en 3 dimensions, on allait faire sigma x plus sigma y plus sigma z divisé par 3. Donc, quelle que soit alpha, cette valeur-là, on l'appelle contrainte moyenne. Hein, contrainte moyenne. Donc, ici, hein, par analogie, comme vous avez vu tout à l'heure, cette contrainte moyenne, c'est quoi? C'est le centre du cercle de, Moore. Hein? Ici, D, c'est quoi? D, c'est cette distance-là. Donc, c'est l'ordonnée du centre du cercle de Moore. Donc, quand vous voulez avoir le centre du cercle de Moore, D, ici, c'est quoi? C'est sigma x plus sigma y sur 2. Regardez R. Sigma x moins sigma y sur 2, c'est R, c'est le rayon du cercle de Moore. C'est sigma x, donc, plus R cosinus alpha. C'est-à-dire que ici, hein, R que vous voyez là, c'est le rayon du cercle de Moore. Regardez pour Y également, R sinus alpha. Donc également, regardez ici, R sinus alpha. R cosinus alpha. Donc le rayon du cercle de Moore, c'est quoi? C'est toujours sigma x moins sigma y sur 2. Donc sigma x moins sigma y sur 2 donne le rayon du cercle de Moore. N'est-ce pas? Ça, c'est les équations d'un cercle qu'on appelle le cercle de Moore, de centre sigma x plus sigma y sur 2 et de rayon sigma x moins sigma y sur 2. Alors, donc, si je prends la contrainte normale maintenant, moins la contrainte moyenne, hein, ça, sigma average, c'est quoi? C'est la contrainte moyenne. Average signifie une moyenne en anglais. Hein. On le met ici en anglais, mais c'est la même chose, c'est sigma moyenne, c'est la contrainte moyenne. Donc, si je mets sigma n moins sigma moyenne, je retourne en arrière. Sigma n est là. Le sigma moins est là. Vous voyez? Maintenant, ce sigma moins là, je l'amène ici. Donc, ça me donne quoi? Sigma n moins sigma moins. Donc, forcément, ça devient quoi? Sigma x moins sigma y sur 2, cosinus 2 θ, plus tau xy, sinus 2 θ. C'est ce que vous voyez ici. Alors, la contrainte de cisaillement, je la laisse ici comme ça. Hein? Voilà. Je la laisse comme ça. Alors, maintenant, regardez, si je prends sigma n moins sigma moins au carré, plus tau nt au carré, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Élever ça au carré, additionner les deux, vous allez voir qu'il vous reste sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus tout xy au carré. Et ça, c'est r au carré. R, c'est la racine carrée de sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus tout xy au carré. Donc ça vous donne hein, r carré. Alors, ça vous rappelle quoi aussi? Ça vous rappelle l'équation d'un cercle. Quelle est l'équation d'un cercle? X moins alpha au carré, plus y moins bêta au carré est égal à R au carré. C'est ça l'équation d'un cercle. Hein. Je ne sais pas si vous... N'est-ce pas? Voilà l'équation d'un cercle. Donc, sigma n moins sigma moins, la contrainte moins au carré, plus tau nt au carré égale R carré. Ça, c'est un cercle. Voilà aussi, on a démontré également d'une autre façon pourquoi le cercle de Moore est un cercle. Alors, voilà, donc la représentation graphique du cercle de Moore est là. Donc, l'équation du cercle de Moore est là. Le rayon, c'est quoi? C'est la racine carrée de sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus tau xy au carré. Le centre, c'est la contrainte moyenne, sigma x plus sigma y sur 2. Alors là, je le prends. Voilà, vous voyez ici un cercle. Voilà l'équation donc d'un cercle tout court. Ici, par rapport à x au carré plus y au carré et à r carré. Et ici, quand je décale de a, comme je l'ai fait tout à l'heure, ici, x moins a, n'est-ce pas, au carré plus y au carré égale r au carré. Donc ça, on rappelle ici les équations d'un cercle. L'équation d'un cercle. Ça. Donc on voit nettement ici pourquoi le cercle de Moore ici est un cercle. Où x égale à sigma, hein, les contraintes normales, et y, c'est tout, c'est-à-dire les contraintes de cisaillement.
Alors, regardez, ici, je prends un cercle de Moore. Je vais représenter le cercle de Moore. Regardez, je prends un élément de volume soumis à des états de contrainte sigma x et sigma x est là, sigma y est là, avec les contraintes de cisaillement. Voilà le repère, x, y. Donc, ici, je trace le cercle de Moore. Donc, pour tracer le cercle de Moore, donc, il faut mettre en abscisse les contraintes de cisaillement, les contraintes normales et en ordonner les contraintes de cisaillement. Alors, ici, je vais orienter l'axe des contraintes de cisaillement vers le bas. Alors, j'aurais pu l'orienter vers le haut aussi. D'habitude, justement, c'est ce qu'on fait ici. Mais il se peut aussi, je peux l'orienter ici vers le bas. Donc, on va l'orienter ici vers le bas pour voir toujours les différentes possibilités. Donc, ici, alors, une propriété fondamentale, quand vous tracez un cercle de Moore, vous devez avoir la même échelle entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, même échelle entre l'axe des contraintes normales et l'axe des contraintes de cisaillement. Même échelle. Donc, à partir de là, on peut tracer maintenant, on peut placer les points. Par exemple, le point X que vous voyez là, je l'ai placé ici. Le point X est là, ordonné sigma X et taux XY. Et ici, taux, l'orientation donc de ce plan-là, de ce taux-là, ici, θ est égal à 0. Alors, le sigma X, il est là. Donc, c'est le point correspondant à l'état de contrainte sur cette facette-là. Alors, sur cette facette n'est pas une facette principale. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, taux XY n'est pas nul, n'est-ce pas? Encore, la contrainte de cisaillement n'est pas nulle. Ce qui fait que donc, ce n'est pas une facette principale. Donc, ici, voilà le point représentatif de l'état des contraintes. Donc, sigma X, je le place ici. Donc, sigma X, c'est la contrainte normale. Donc, c'est ici. Et taux XY est là. Donc, voilà. Donc, puisque taux XY est orienté vers le bas, vous voyez qu'ici, c'est quoi? Le taux XY est positif parce que l'axe du taux est orienté vers le bas. Par contre, regardez, prenez l'autre facette ici, c'est sigma Y, qui est la contrainte mineure. Vous voyez pourquoi la contrainte mineure est plus faible ici? La contrainte majeure est là, sigma X est plus élevé. Sigma Y est là. Et taux XY est là. Ici, taux XY est négatif. Pourquoi? Vous voyez ici, l'axe est orienté vers le bas. Donc, ici, cette valeur est négative. Ici, maintenant, ici, cette facette fait un angle de 90 degrés par rapport à l'autre facette, à la facette qui est là. Donc, voilà cette facette-là. Et voilà l'autre facette qui est là. Alors, tout de suite, vous voyez que ici, sur le terrain, réellement ici, sur l'élément de volume que vous avez ici. Ici, le plan sigma X et sigma Y font un angle de combien? Il faut un angle de 90 degrés. Il faut un angle de 90 degrés. Mais regardez sur le cercle de Moore, il faut un angle de combien? De 2 fois 90 degrés. Donc, ici, les deux facettes-là, sur le terrain, font un angle de 90 degrés. Mais sur le cercle de Moore, il faut un angle de 2 fois θ. C'est quoi? Vous voyez l'angle, les deux θ dans les expressions de sigma θ et de taux θ. Donc, lorsque la facette tourne d'un angle alpha sur le terrain, elle tourne d'un angle 2 fois alpha sur le cercle de Moore. Donc, voilà le cercle de Moore, les points représentatifs. Donc, à partir de là, si je trace, puisque ces deux facettes font un angle de 90 degrés, donc sur le terrain, donc sur le cercle de Moore, ils vont faire un angle de 120. De 180 degrés, je veux dire, excusez-moi. Donc, de 2 fois 90 degrés. Donc, cela veut dire que les points représentatifs, puisque ces deux facettes sont perpendiculaires, cela veut dire que les points représentatifs donc, des états de contrainte se trouvent sur un cercle de Moore. Donc, si je trace cette droite-là, cette droite coupe l'axe des contraintes en un point qui représente donc le cercle de Moore. Donc, vous voyez le centre du cercle de Moore. Voilà donc le centre du cercle de Moore. Et ça, vous voyez ici, vous avez le rayon du cercle de Moore. Alors, vous voyez ici, l'angle 2 fois θ, l'angle 2 fois 90 de 2 fois 90. Lorsque la facette tourne d'un angle θ sur le terrain, elle tourne d'un angle de 90 degrés. Donc, cette facette-là, qui était là, a tourné d'un angle de 90 degrés pour devenir cette facette, mais sur le cercle de Moore, regardez, c'est 2 fois 90. Alors, si je trace aussi le cercle de Moore, vous voyez l'équation du cercle de Moore qui est là. C'est toujours là. Donc, je peux, donc à partir de là, une fois que j'ai le centre, et voilà, voilà, c'est très simple maintenant de tracer, voilà, le cercle de Moore. Alors, le cercle de Moore va couper certainement l'axe des abscisses en des points qui vous donneront les contraintes principales, la contrainte principale majeure et la contrainte principale mineure.
Alors, je prends aussi une autre facette, hein, prenez n'importe quelle autre facette, n'importe quelle autre facette d'orientation XN, par rapport à la facette dont on a parlé tout à l'heure, hein, si la facette tourne d'un angle X, θ XN, mais sur le terrain, donc sur le cercle de montre, il suffit de se déplacer donc d'un angle de 2 fois θ XN pour avoir ici les états de contrainte normales et tangentielles sur cette facette. Voilà. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la facette tourne d'un angle de 2 fois XP pour devenir un plan principal. Principal. Donc, en ce moment, voilà, vous avez les contraintes principales qui sont là, P1 et P2. Alors, j'avais dit, vous vous souvenez que sur les plans principaux, la contrainte de cisaillement est nulle. Regardez, ici, sur ces points-là, il n'y a pas de contrainte de cisaillement, la contrainte de cisaillement est nulle. Donc, ça me permet tout de suite de définir l'orientation de ce plan principal-là, comme je l'avais dit précédemment. Donc, 2 θ, principal, l'angle principal P1, c'est quoi? C'est taux XY sur sigma X moins sigma Y sur P. Alors, enfin, on va revenir sur ces équations-là. Donc, vous voyez ici, pour tracer le cercle de Monge, je l'ai dit tout à l'heure, donc même échelle entre l'axe des abscisses et l'axe des orthogonales. Sur l'axe des abscisses, vous mettez les états de contrainte normales. Les états de contrainte normales. Vous mettez les contraintes normales, sigma. Sur l'axe des orthogonales, vous mettez taux avec la même échelle, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, vous placez sigma 1 et sigma 3. Regardez, sur le terrain, sigma 1 et sigma 3 faisaient un angle de 90 degrés. Sur le cercle de mort, elles font un angle de 180 degrés. Voilà. Donc, voilà comment, donc sigma 1, donc vous voyez sigma 1, la contrainte principale majeure. Vous voyez ici, hein, sigma 3 est là, la contrainte principale mineure. Ça, c'est le cercle de mort. L'angle θ est là, vous le retrouvez ici. C'est à partir du centre que vous avez ici 2 θ. Mais aussi, les propriétés du cercle, ça, c'est un triangle isocèle, n'est-ce pas? Donc, forcément, voilà. Vous aurez ici l'angle θ. L'angle θ est là, vous le retrouvez en faisant la somme des angles dans un triangle. Vous allez facilement démontrer que θ est là. Donc, regardez θ, l'orientation θ, je vous le montre ici pour que vous puissiez le voir. Donc, voilà, θ est toujours là. C'est l'angle que fait la normale à la facette avec la direction principale majeure. Donc, il est le point que vous voyez là, n'est-ce pas? Ça me permet d'avoir sigma θ, donc, c'est-à-dire la contrainte θ. Donc, voilà l'état de contrainte, le point, il est là. Donc, si vous projetez sur cet axe, vous avez sigma θ, c'est-à-dire la contrainte normale qui s'exerce sur cette facette-là. Donc, quand vous quittez là, à partir de sigma 1, vous mettez l'angle 2 fois θ. Hein? Donc, ce point se trouve sur le cercle de mort. Ce point, vous le projetez sur l'axe des sigma, vous avez le sigma θ. Vous le projetez sur l'axe des taux, vous avez taux θ, n'est-ce pas? Vous avez taux θ. Donc, c'est très simple avec le cercle de mort. Une fois que vous avez l'état de contrainte extérieure, tracez tout simplement le cercle de mort. Et quand vous tracez le cercle de mort, vous pouvez maintenant retrouver les états de contrainte sur n'importe quelle facette d'orientation θ. Il suffit tout simplement de tourner d'un angle de 2 fois θ sur le cercle de. Donc ça, c'est une méthode graphique de résolution pour avoir les états de contrainte principales ou bien les états de contrainte. Et justement, à partir de là, je peux en déduire les contraintes principales. Sigma 1, sigma 2 ou sigma 3, ça dépend. Donc, en substituant l'équation 5, précédemment vue dans l'équation 3, n'est-ce pas, on obtient ici l'équation 5. Vous vous souvenez, tangente de 2 θ. En le substituant donc dans l'équation 3, qui donnait les états de contrainte sur la facette, évidemment, ou bien on vient ici tout de suite, vous voyez sigma n moins sigma moins au carré plus taux mt au carré égale r au carré. Donc ici, sigma moins, c'est quoi? Voilà, c'est la contrainte moyenne, comme je l'ai dit, sigma 1 plus sigma y, sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Donc sigma n, c'est la contrainte normale. Alors, si nous sommes maintenant sur un plan principal, la contrainte normale, c'est quoi? Mais la contrainte normale, c'est sigma 1.
Donc, sigma 1, donc quand vous sortez ça, donc R carré, donc R carré plus taux nt au carré, ensuite la racine carrée de, hein, vous sortez sigma n, donc sigma n, si sigma n est égal à sigma 1, développez cette équation, hein, n'est-ce pas? R carré, vous avez ici, la racine carrée, ici, voilà, va disparaître, ce qui vous laisse sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus taux xy au carré, hein, voilà, vous sortez donc sigma 1, ça vous laisse quoi? Sigma x plus sigma y sur 2, plus la racine carrée de sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus taux xy au carré. Alors là, si c'est sigma 3, c'est la même chose, hein, c'est sigma 3 qui est égal à sigma x plus sigma y sur 2, mais moins, le signe va changer ici, moins la racine carrée de sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus taux xy au carré. Alors là, ça vous permet d'avoir les contraintes principales. Donc, vous avez maintenant une autre façon de déterminer les contraintes principales. Donc, la première façon, c'était quoi? C'était avec le cercle de Moore, la méthode graphique. Ici, la deuxième façon que vous avez ici, c'est de façon analytique avec l'équation donc de sigma θ et de taux θ à partir donc de la transformation où vous sortez tout simplement les contraintes principales sur des plans principaux. En ce moment, vous avez ici une autre façon aussi de déterminer les contraintes principales majeures et mineures. Alors, il y a aussi, alors pour avoir le cercle de Moore, il y a ce qu'on appelle la méthode du pôle. Bon, c'est une démarche très simplifiée pour résoudre un problème, pour trouver les états de contrainte sur une facette quelconque. Alors, vous avez, regardez ici, vous avez une facette où vous avez sigma 3 et sigma 1. Sigma 1 est là, c'est la direction principale majeure maintenant. Vous prenez n'importe quelle facette d'orientation θ. L'angle θ est là. θ, c'est l'angle que fait la normale à la facette avec cette direction-là, la direction principale majeure. Vous la voyez ici, c'est la direction verticale. Donc, l'angle θ est là, mais vous retrouvez aussi l'angle θ. Alors, la méthode du pôle consiste à faire quoi? Donc, à placer votre repère au X. Donc, ce plan-là, on l'appelle le plan de Moore. Hein? Le taux sigma, on l'appelle le plan de Moore. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce plan-là, on veut déterminer les états de contrainte sur ce plan-là. Mais ce qu'on connaît, c'est les états de contrainte extérieures, c'est-à-dire sigma 1 et sigma 3. Il a placé, regardez ici, sigma 1 et il a placé sigma 3. Sigma 1 est là, sigma 3 est là. Donc, ici, le principe, c'est quoi? C'est de sigma 1, on trace une parallèle au plan de sigma 1. Où est le plan de sigma 1? Le plan de sigma 1 est là. Hein, vous voyez ici, le plan sigma 1 est là. Sigma 1 agit sur ce plan-là. Mais ici, voilà, le sigma 1 est là. Donc, de sigma 1, on trace une droite qui est parallèle au plan de sigma 1. Donc, à partir de sigma 1, si je trace une droite qui est parallèle à ce plan-là, mais ça devient l'axe ici, hein, l'axe O sigma. C'est pourquoi ici, j'ai tracé l'axe O sigma. Voilà l'axe O sigma. Alors, évidemment, ça se superpose avec l'axe O sigma. C'est quoi? Vous ne voyez pas, mais c'est deux droites maintenant, hein, superposées. De sigma 3, on trace une parallèle au plan de sigma 3. Sigma 3 est là. Hein? Vous voyez, sigma 3, je vais tracer maintenant une droite qui est parallèle au plan de sigma 3. Oui, le plan de sigma 3. Voilà le plan de sigma 3. Donc, à partir de sigma 3, je trace une droite parallèle. Évidemment, cette droite parallèle va être parallèle à l'axe des taux. Si j'ai les taux, je les ai orientés vers le haut. Alors, l'intersection des deux plans donne ce qu'on appelle le pôle. Donc, ce plan-là, avec ce plan-là, l'intersection est là. C'est ça qu'on appelle le pôle du cercle. Maintenant, à partir du pôle, regardez, je trace une droite qui est parallèle au plan sur lequel je cherche l'état des contraintes, c'est-à-dire ce plan-là. À partir de là, je trace cette droite qui est parallèle. Hein? À partir du pôle. Maintenant, cette droite-là va couper le cercle de Moore en un point. Ce point-là, si je le projette sur l'axe des abscisses, sur l'axe des sigma, j'ai quoi? J'ai sigma θ, la contrainte normale sur cette facette-là. Et ce point-là, si je le projette sur l'axe des taux, j'ai taux θ, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement qui s'exerce sur ce point. Voilà la méthode, ce qu'on appelle la méthode du pôle du cercle de. Alors, enfin, la détermination des directions principales. Alors, pour déterminer les directions principales, hein, n'est-ce pas? Quand vous avez les contraintes principales,
vous avez besoin des directions principales. Donc, une fois que vous avez calculé les équations précédentes, peuvent te permettre de calculer la valeur des contraintes principales. Maintenant, j'ai besoin de connaître les directions principales. Alors, pour connaître les directions principales, la première méthode, nous l'avons vu, c'est une méthode graphique. C'est la méthode graphique me permet d'avoir les contraintes principales. Mais ici, la première méthode pour avoir les directions principales, on l'avait déjà vu également. Sur les plans principaux, qu'est-ce qu'on avait dit? Le taux NT est égal à 0. Cela veut dire que, souvenez ici, tangente de θ est égal à 2 taux XY sur sigma X moins sigma Y. Cela veut dire que, je peux dire ici que, donc, tangente de θ est égal à A sur B. Donc, A, c'est 2, donc A sur B. Mais quand je pose que A égale à taux XY, cela veut dire que B égale à sigma X moins sigma Y sur le 2. Le 2 vient ici au dénominateur. Donc, voilà. Donc, A est là, taux XY, et B, c'est sigma X moins sigma Y sur 2. Alors, le cercle de Moore, il est là. C'est le cercle de Moore. Alors, si vous regardez, la contrainte principale majeure sigma 1 sera ici. Alors, cette contrainte sigma 1, c'est quoi? C'est le centre du cercle de Moore, c'est de là à là, le centre du cercle de Moore, plus le rayon du cercle de Moore. Voilà, plus le rayon du cercle de Moore. Alors, le centre du cercle de Moore, il n'y a pas de souci, c'est sigma X plus sigma Y sur 2. Ça, on le connaît déjà. Maintenant, le rayon du cercle de Moore, ici, le rayon du cercle de Moore, vous le voyez ici également là. Le rayon du cercle de Moore est là, mais le rayon du cercle de Moore, c'est quoi? C'est A, sinus de 2θ. Vous voyez cette distance A là? A est là, sinus de 2θ est là. Le taux, le B, c'est quoi? B, c'est sigma X. Vous voyez sigma X? Vous voyez sigma Y. Donc, forcément, cette distance B, c'est sigma X plus sigma Y. Comment ça s'appelle? Sigma X. Prenez sigma X, vous enlevez sigma Y, vous divisez par 2. Voilà, sigma X moins sigma Y sur 2. Parce que sigma X moins sigma Y, ça vous donne la distance de là à là. Et puisque ici, c'est le milieu, donc vous divisez par 2 et vous avez la distance B. Alors, à partir de là, donc, vous cherchez tout simplement l'angle θ. L'angle θ. Alors, si vous avez l'angle θ, vous avez la direction principale. Voilà. Pourquoi? Parce que les directions principales correspondent aux facettes dont taux égale à 0, c'est-à-dire dont tangente de 2θ est égale à 2xy moins sigma y, 2xy sur sigma x moins sigma y. Et à partir de là, on en déduit l'angle entre la facette de normale, la facette de normale x et la facette quelconque de normale i, c'est-à-dire l'angle, l'orientation donc de la facette ici principale. Alors, une fois que tu as l'orientation de cette facette, ça devient maintenant très simple d'avoir la seconde direction principale. Donc, la deuxième direction principale est forcément inclinée d'un angle de 90 degrés par rapport à la première. Donc, ça, c'est une première méthode pour avoir les directions principales. Il y a une deuxième méthode qui consiste à diagonaliser la matrice des contraintes. Donc, ici, vous avez la matrice des contraintes. Donc, quand vous diagonalisez la matrice des contraintes, vous avez la possibilité de sortir ce qu'on appelle les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors, les valeurs propres te donnent exactement les contraintes principales quand vous diagonalisez la matrice. Ici, déterminant de ça, c'est la matrice moins lambda I. Souvenez I. I, c'est la matrice identité, n'est-ce pas? Quand vous posez ça égale à 0, vous tirez directement les contraintes principales. Par contre, les vecteurs propres que vous voyez là, n'est-ce pas? Les vecteurs propres vont vous donner ce qu'on appelle, ici les directions principales. Et demain, il faut relire un peu les équations de l'équilibre local et les conditions aux limites, les calculs matriciels pour se rappeler un tout petit peu donc des méthodes de détermination, de diagonalisation de matrices, de détermination de valeurs propres, de vecteurs propres. Voilà. De façon, avec cette deuxième méthode, en diagonalisant la matrice, tu as tout de suite les valeurs propres
Ensuite, les vecteurs propres. Les valeurs propres donnent les contraintes principales. Les vecteurs propres donnent les directions principales. Alors, on va terminer par un exemple. Donc, regardez, je vais prendre cet exemple-là. Voilà un élément de volume de sol. Cet élément de volume de sol est soumis à un état de contrainte extérieure. Vous voyez, sigma 1 est là, la contrainte principale majeure, 52 kPa. Et sigma 3 est là, la contrainte principale mineure, sigma 3. Maintenant, je prends une facette quelconque d'orientation θ. L'angle θ, c'est l'angle que fait la normale à la facette et la direction principale de sigma 1. Cet angle θ, vous le retrouvez ici 35 degrés. Alors, je vais tracer donc le cercle de Moore. Le principe consiste donc à tracer le cercle de Moore en mettant sigma ici et tau là sur une même échelle. Donc ici, je trace le cercle de Moore. 52 est là et 12 est là. Sigma 1 est là et sigma 3 est là. Alors, donc ici, donc, le rayon du cercle de Moore, hein, le centre du cercle de Moore, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est sigma 1 plus sigma 3 divisé par 2. Le rayon, sigma 1 moins sigma 3, sur 2. Vous faites les calculs, vous trouvez le centre, c'est 32. Ici, kilopascal, le point. Donc, ici, vous avez 20, donc le rayon du cercle de Moore. Donc, voilà, vous voyez ici l'orientation de la facette, 35 degrés là. Donc, si je veux aussi, à partir de là, de sigma 1, je prends un angle de 2 fois 35 degrés. Donc, 2 fois 35 degrés, ça me donne 70 degrés, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, je prends cet angle-là, donc je projette sur le cercle, le point, voilà, l'intersection avec le cercle, je projette sur l'axe des sigmas, j'ai la contrainte normale sur cette facette, je projette sur cet axe-là, j'ai la contrainte tangentielle. Alors, si je veux aussi, je pars de sigma 3. Mais quand je pars de sigma 3, donc je mesure directement ici un angle de alpha, un angle θ tout pour 35 degrés. Parce que cet angle-là est égal à 2 fois cet angle. Donc, voilà, donc ici, l'intersection, le point qui est représentatif donc, de ce plan est là sur le cercle de Moore. Donc, le point représentatif de l'état quelconque, du plan quelconque sur lequel je cherche les états de contrainte est là sur le cercle de Moore. Alors, je le projette sur l'axe des sigma et je lis sigma θ qui est égal à 38,8 kPa. Je le projette sur l'axe des taux et je lis taux θ ici, ça doit être négatif, 18,8 kPa. Et j'ai l'état de contrainte sur la facette d'orientation θ est égal à 35 degrés. Voilà la facette quelconque, tau θ et sigma θ. Voilà, merci, je vous remercie de votre attention. On va s'arrêter là pour cette première partie. Merci. Voilà, on va maintenant ouvrir les discussions. Avant de revenir sur l'autre partie, il y a une deuxième partie et une troisième partie du cours